L'affaire Bérégovoy, c'est la première fois de toute l'humanité qu'un État tue lâchement un Premier ministre qui a servi cet État avec la plus grande probité. C'est la toute première fois. Ça s'appelle dans la Bible, dans Daniel chapitre 7 jusqu'à Daniel chapitre 12, l'abomination de la désolation. Que Christ nous rappelle dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 24, il dit abomination de la désolation, fin du monde. Et Christ rappelle que nous allons gagner cette guerre-là, qu'on appelle donc l'abomination de la désolation, que nous avons rappelé au début de cette longue vidéo, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. On dit le Christ vaincra la guerre. Ils feront la guerre à Christ et l'agneau vaincra la guerre. Et les élus, les fidèles qui sont avec Christ vaincront. Apocalypse chapitre 17, verset 14. D'ailleurs, au verset 8, on dit la bête que tu as vue n'est plus. Donc, la bête, c'est le dragon, qui est le faux prophète qu'on nous présente déjà dans Apocalypse chapitre 16. Donc, le complot qu'on appelle aujourd'hui Nouvel Ordre Mondial est décrit dans Apocalypse, c'est ça que nous parlons ici, est décrit dans Apocalypse 16, ça s'appelle Armageddon, Apocalypse 16, verset 13. On dit, je vis la bête, le dragon et le faux prophète, et qui a un esprit de grenouille qui sort de leur bouche. Donc, ils ont un esprit de grenouille. C'est un dragon c'est comme un gros lion, qui est même plus gros qu'un lion, mais qui a la puissance d'une grenouille. Donc la puissance effective, c'est une grenouille. Et c'est la franc-maçonnerie en fait. C'est très effrayant. Ça pose des actes très très violents, qu'on appelle dans le livre de la sagesse, on dit mystère, sorcellerie, tueur d'hommes, assassin, meurtrier, tueur d'êtres sans défense. Livre de la sagesse qui est écrit par Salomon. Et dans Apocalypse 16, ça s'appelle Armageddon, qui est la guerre d'Armageddon, Apocalypse chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 16. Et l'ange du feu, l'ange des eaux qui est décrit au verset 5, c'est le Christ qui gagne la guerre, qui gagne cette guerre-là. Tout le chapitre va jusqu'au verset 21. Et la victoire se trouve dans Apocalypse 19. Christ apparaît sur le cheval blanc au verset 11 et renverse l'antéchrist, le faux prophète, et au verset 20. Et renverse son armée au verset 21, Apocalypse 19. La même guerre est décrite dans Apocalypse chapitre 20 avec le nom de Gog et Magog. Et c'est aussi Christ et ses fidèles qui gagnent cette guerre-là. Donc, dans l'affaire Bérégovoy, l'État tue son propre Premier ministre. Ça n'a jamais existé avant. Quelqu'un qui a servi le pays avec la plus grande probité et qui était toujours en fonction comme maire et comme député avec toujours la même grande probité et le plus grand engagement. On le tue lâchement et c'est l'État qui le tue puisque j'ai dit que c'est son garde du corps qui l'a tué avec son chauffeur. Et l'État a présenté ça au pays de manière très injurieuse et très impolie et très irrespectueuse par rapport au pays, aux 60 millions de Français, et par rapport à sa femme. Aucune enquête n'a été faite et on a dit qu'il s'est suicidé. La femme a fait tous les efforts qu'elle pouvait pour que même un milliardième de la vérité soit établi et ils ne l'ont pas fait. Donc ils se sont moqués de la femme et de ses enfants et de toute sa famille et de tout le peuple français. Bon, l'affaire peut être résolue désormais parce qu'un savant n'a pas besoin. Les savants d'auparavant comme Louis Pasteur ou Marie Curie faisaient les exploits qu'ils faisaient avec seulement 10% du matériel que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'ordinateur par exemple. Un article scientifique, quand j'écris un article scientifique, je lis 5000 pages. Et j'écris moi-même 5000 pages qu'il faut résumer à la fin en 2 pages ou 3 pages maximum. Donc rien que l'exploit logistique, matériel comme ça, est terrible. Ils faisaient la même chose à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on a des ordinateurs avec des calculateurs, des tables Excel pour calculer, pour rassembler nos données. Ils n'avaient pas ça.
Donc, tu peux résoudre une grosse affaire sans, tu n'as pas besoin de dire ils n'ont pas fait d'expertise balistique. Ça, on ne faut pas raconter une histoire comme ça. Il faut juste dire que bon, voilà, voici la preuve que c'était un assassinat. Parce que, voilà. Et puis, rester même dans cette preuve-là. Hein. Un soliste, il n'a pas besoin d'aller très loin. Il peut jouer sur la moitié de son clavier. Hein. Il n'a pas besoin de jouer sur tout le clavier. Et faire une partition qui est satisfaisante. On n'a pas besoin de l'expertise balistique. Hein. On n'a pas besoin des choses comme ça. Tout ce que nous avons dit, on peut rester sur ce qu'on a déjà dit là. Le mois dernier, j'ai dit plus que ça. Mais il fallait juste dire des choses qui sont fermées. Tu prends un pilier, tu fais des fondements qui sont fermés. Donc on va terminer ça. Donc ici, nous venons de rappeler que donc, ça s'appelle l'abomination de la désolation, fin du monde, dans Matthieu chapitre 24. Et Christ décrit là que nous allons gagner cette guerre. Le Ku Klux Klan, qui est donc une création d'Albert Pike, qui est un Ashkenaz, qui est le père de la franc-maçonnerie, qui écrit tous les rites de la franc-maçonnerie, est responsable de cette chose-là. C'est aussi eux qui ont assassiné Jean-Paul Ier. Et à partir de Jean-Paul Ier, tous les papes sont vraiment faux. Et à partir après Bérégovoy, tous les ministres sont faux. C'est ça qu'on appelle un hologramme. Ça veut dire ce sont des gens qui ce n'est plus des ministres. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'abomination de la désolation. En fait, je parlais de mon affaire, de l'affaire Tuech, et du rapport que les policiers ont fait dans mon affaire. Et c'est très grave parce que un policier a une probité d'intégrité et d'incorruptibilité. Donc, les rapports que les policiers de Talence ont fait dans mon rapport, dans mon dossier, devant la justice, et c'est très grave parce qu'un policier a une présomption d'incorruptibilité. Donc si un policier dit quelque chose sur toi, tout le monde pense que c'est vrai. Alors quand un expert dit la même chose ou dit autre chose, tu peux dire que c'est faux et tout le monde croit que c'est faux. Parce qu'un expert, c'est un civil qui n'a pas la même présomption d'incorruptibilité. Quand tu attaques des juges, comme je le fais maintenant à la Cour de cassation, ça choque hein, parce qu'il y a 80 juges. Mais tout le monde sait qu'un juge qui a une présomption d'incorruptibilité. La Cour de cassation est d'ailleurs là pour ça. Hein. La Cour de cassation ne juge pas le fond de l'affaire et se contente de constater que les juges n'ont pas rendu le droit. Voilà. C'est de ça qu'on parlait. Mais comme l'affaire de Bérégovoy est une affaire beaucoup plus grave puisque c'est une affaire d'État et qui n'avait pas été lavée jusqu'à présent, la digression que je fais maintenant sur ce que j'étais en train de raconter est très très importante. Donc je répète, j'ai fait une série complète sur l'assassinat de Pierre Bérégovoy en septembre et en septembre dernier. Il suffit de taper Tuech sur YouTube, assassinat de Pierre Bérégovoy, qui a donc été repartagé parce que c'est la première fois qu'une analyse comme ça est faite. Et les gens ont toujours mal analysé cette affaire. Bien, donc, en troisième moment, il était allé manger en famille hein, dans son village. Bon, il avait l'âge d'un grand-père, pas d'un vieillard, hein, mais même si c'est une famille rapprochée, donc c'est seulement lui, sa femme, et ses petits-enfants. Tu as ses enfants et ses petits-enfants, tu as 20 personnes, hein. Tu as des enfants de 2 ans. Et les enfants de 2 ans, 4 ans, ils jouent, hein. Ils jouent du matin jusqu'au soir. Donc quand tu manges, ils font du bruit, hein. Même si tu as seulement mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille, hein. On ne parle pas de dépression ni de cafard. Si tu as mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille. Parce que les gens bavardent, et même dans une famille, on raconte des histoires. Et les enfants jouent, ils font du bruit. Tu ne vas pas manger pendant 1 heure, 2 heures en famille avec des enfants qui font un boucan incroyable, et quand tu es dépressif. Ce n'est pas possible. Donc, il a fait 3 choses qui sont parfaitement impossibles médicalement. Tu ne peux pas sortir le 1er mai, un jour férié, tu restes chez toi. Tu as une entorse, tu restes chez toi. Tu as mal à la dent, tu as le cafard, tu restes chez toi. Tu fais une dépression nerveuse, même seulement modérée, pas sévère. C'est seulement quand c'est sévère que tu seras conduit au suicide. Même une petite dépression nerveuse, tu ne sors pas chez toi le 1er mai. Hein. Bien. Et il est sorti, il a reçu 20 syndicalistes qui racontent des choses incroyables. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que oui, il y a un licenciement chez les cheminots, ou qu'il y a licenciement chez les policiers. Ils racontent des trucs incroyables, les syndicalistes. Hein. Et tu dois régler ça parce que tu es député ou parce que tu es maire. Hein.
parle des choses compliquées. Il dit qu'il y avait 500 personnes et qu'on a licencié, qu'on va licencier 30 de l'année prochaine. C'est très compliqué, l'histoire comme ça. Hein. Il a reçu 20 syndicalistes pour parler des affaires très compliquées. Puis l'aller au canoë, au kayak, c'est compliqué aussi. Ça a beau être une fête, c'est très compliqué. Parce qu'en tant que député, il faut en plus gérer des problèmes pendant ce genre de choses aussi. Et puis aller manger en famille. Aucune de ces trois choses, tu ne fais même quand tu as seulement une douleur dentaire. J'avais expliqué ça de manière à fond dans les vidéos. Donc celui qui est intéressé doit regarder. C'est parce que c'est un problème extrêmement grave et que malheureusement les journalistes et tout le monde n'ont pas compris ce que c'était comme problème. Les psychiatres, c'est souvent les derniers de la classe. Hein. Donc parmi 100 médecins, les psychiatres arrivent 90e, 91e, jusqu'à 100. Ce qui fait qu'un psychiatre même ne peut pas analyser comme je fais ici. Dans l'affaire de la Germanwings, j'avais aussi parlé, c'est des exceptions. Il y avait, bon, moi je vais prendre un exemple personnel à nouveau. J'ai acheté une voiture de sport en 93, quand j'étais toujours étudiant en médecine, à Tivoli, quelque part par là. Quelqu'un avait mis une magnifique voiture de sport en vente, je suis allé pour acheter. Puis je lui demandais pourquoi il vendait une voiture comme ça à un prix aussi banal. Il m'a dit que oui, il est pilote, mais il refait une conversion professionnelle. Et en parlant, quand on signait le contrat, il a vu que j'allais être médecin l'année d'après. Et alors il s'est confié, il a dit que lui, il fait une dépression nerveuse, mais comme il est pilote, il ne peut plus piloter, il ne peut plus faire ce métier-là. Il se portait bien. Donc sa dépression nerveuse semblait équilibrée, mais c'était en 1993, presque 20 ans avant l'affaire de la Germanwings. Ma fille n'était même pas encore née. J'étais avec ma femme. Et il ne pouvait plus faire pilote à cause de sa dépression nerveuse qui semblait pourtant équilibrée. Donc, dans l'affaire de la Germanwings, c'est un pilote allemand et il y a une faute médicale. Hein, les journalistes n'ont pas parlé de là, c'était une faute médicale. Quand tu fais une dépression nerveuse qui n'est pas équilibrée, ce qui était manifestement le cas de ce pilote de la Germanwings, c'est un pilote allemand qui s'est suicidé quelque part en France il y a très récemment avec des passagers dans son avion. Dans une dépression qui n'était pas équilibrée, qui était compliquée. Dans ce cas-là, donc, il y a premièrement une faute médicale, parce que quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, qui revient, c'est une dépression nerveuse, soit c'est ta femme qui est partie, tu fais une dépression nerveuse, et puis tu te remaries, oui, c'est fini, ça disparaît. Mais si ça fait une dépression nerveuse comme ça, qui est récurrente, qui ne s'équilibre pas et qui revient régulièrement, tu ne peux plus faire même un métier quelconque, c'est-à-dire même comme boulanger, tu ne peux pas faire, travailler dans un restaurant, tu ne peux pas faire parce que ta dépression n'est pas équilibrée. Et qu'à tout moment, tu peux exploser le gaz dans le restaurant parce que tu n'es pas bien, et ça tue tous les clients du restaurant, et ça a fait effondrer tout l'immeuble et tout le quartier même. Donc je répète, une dépression nerveuse, ta femme est partie, et puis paf, après tu te remaries 6 mois après, ou l'année d'après, 1 an, et puis c'est fini. Mais une dépression nerveuse comme maladie qui est récurrente, tu ne peux pas faire, c'est à ton médecin de bien peut-être te conseiller, tu ne peux plus faire ça, plein de métiers. Tu ne peux pas faire conducteur de bus, tu ne peux pas faire plein de choses. Tu peux même être contraint à rester comme ça, à ne rien faire. Donc, dans l'affaire de la Germanwings, qui est une dépression caractérisée, qui n'était pas équilibrée et qui était chronique, tu ne peux plus faire ce métier-là. C'était donc en Belgique, 20 ans avant ça, j'ai acheté une magnifique voiture de sport à Tivoli dans un pilote qui était dans une magnifique villa avec sa femme, et il a vendu, il avait une 50aine d'années, il ne pouvait plus piloter à cause de sa dépression nerveuse qui pourtant semblait équilibrée. Voilà. Donc dans l'affaire de la Germanwings, il y avait une heure. Et dans l'affaire de la Germanwings, il y a plusieurs témoignages, pas témoignages de personnes, il y a un témoignage médical, il y a des médicaments qu'ils prenaient, des prescriptions médicales qu'on voit que c'était une dépression qui n'était pas équilibrée. Dans les assassinats, j'ai souvent 2 bêtes témoignages comme ça, 2 amis, 2 faux amis, qui disent, comme dans le cas de Pierre Bérégovoy, que oui, il avait dit qu'il voulait se suicider, alors que la femme de Pierre Bérégovoy n'était même pas au courant. Et qu'on n'a pas de preuves médicales, c'était des prescriptions des médicaments qu'il prenait pour prouver qu'il y avait une dépression instable, une dépression qui était non contrôlée. C'est la femme qui est souvent le premier témoin. Hein. Si ta femme dit que non, il ne voulait pas se suicider, ça veut dire que non, il ne voulait pas se suicider. Hein. On ne prend pas 2 crétins en formation quelconque pour dire que oui, il voulait se suicider. Hein. Ça, c'est pas un témoignage, ça. Hein. Dans des conditions normales, un journaliste normal ne tient pas compte de ce genre de conneries. Hein. C'est parce que je répète, il n'y a plus de journalistes, hein. Il faut savoir ces choses-là. Hein.
Et je suis pas en train de parler de moi, et les conséquences des choses sont terribles. Le journaliste en question s'est fâché parce qu'il est à Lille, et que c'est une ville qui est avec un bon maire, et c'est une ville qui est très très équilibrée, qui est très propre. Et il y a des problèmes de désert médical, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, et qui n'est pas très grave à Lille. Donc ils peuvent contrôler le problème très rapidement. Donc si tu as un seul directeur médical qui commence à faire des conneries, le premier japonais qui vient travailler, si tu le payes pas, il rentre au Japon, hein, et là-bas il raconte que ouais, on m'a pas payé. Alors que s'il est bien, 10 japonais arrivent rapidement. Et si 10 japonais viennent travailler parce que c'est bien à Lille, ça suffit pour régler le problème des déserts médicaux à Lille pour 100 ans. Alors que si on ne le paye pas, il rentre au Japon, chaque fois qu'il mange avec un collègue, il raconte ça comme ça, on ne m'avait pas payé, et personne ne vient plus. Et l'autre qui s'en va en Chine, il raconte que ouais, à Lille on ne paye pas, et ça fait que les Chinois ne viennent pas non plus. Et les Chinois qui viennent passer les vacances à Paris racontent à Paris que ouais, on ne paye pas les gens à Lille. Et ça fait que même les Parisiens ne vont pas à Lille. Comme les Chinois vont en vacances partout, ils vont en Belgique, ils racontent ça, et c'est que même les Belges ne viennent pas. Et concrètement, ils m'ont payé c'était le 19 septembre 2009. Ils m'ont payé, j'ai déposé le chèque, je suis parti travailler en Guyane. Hein. Alors que j'avais été payé, j'ai arrêté mon contrat tout de suite. Ils m'ont remis le chèque. Parce que c'est quand j'étais chez le journaliste que j'ai compris qu'il y avait une tentative d'arnaque. Parce que le journaliste, c'est sa ville, il connaît les hôpitaux, il connaît les cliniques, parce qu'ils font des histoires comme ça, les journalistes. Ils vont faire des reportages partout, donc il sait qu'il n'y a pas de problème financier. Et bon, et quand on m'a donné mon chèque, j'ai vu que ce n'était pas un problème financier. Donc je pensais que c'était une tentative d'arnaque. Je suis parti. Donc j'ai arrêté mon contrat instantanément. Je suis parti travailler en Guyane française. Voilà. C'était le 19 septembre qu'ils m'ont donné le chèque. Le 19 septembre 2009. Je suis parti. Et il s'est fâché pour ça, le journaliste, parce qu'il a compris, il a analysé ça propre. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai pensé qu'il a analysé ça comme ça. Il s'est dit que si un Gabonais ou un Japonais vient travailler chez nous, et ça peut régler si on le paye, si on lui donne à manger, on lui donne des putes ou des femmes, et il va rester. Il va à téléphone faire venir des copains. Et qu'il n'y aura pas de problème de désert médical. L'île, c'est une magnifique ville, très propre, et qui peuvent régler tous leurs problèmes facilement. Donc, c'est pas une grosse ville incontrôlable comme Marseille, Paris. Hein. C'est des petites villes qui sont très bien contrôlées avec un bon maire et une très bonne équipe par-ci, par-là, ce qui fait que les problèmes de déserts médicaux, ça peut être contrôlé très facilement. Et que si un bête directeur qui commence à faire des conneries, et le journaliste l'a pris, il a compris ça comme ça. Donc quand tu vas à la police, moi j'ai pris le TGV de Paris pour Bordeaux le 30 septembre 2019. J'étais très surpris, c'était 20h et le train était plein d'avocats et de médecins qui travaillent à Paris et qui viennent habiter Bordeaux. J'étais très surpris. J'étais en deuxième classe, avant je voyageais en première classe quand j'exerçais, mais maintenant c'était en deuxième classe et c'était plein et chacun a son ordinateur, c'était des avocats. Donc tout un TGV, peut-être 1000 passagers qui viennent habiter Bordeaux. Hein. Pour te dire que si tu es policier à Paris, quelqu'un vient te dire on a volé mon sac à main, et tu t'en fous. C'est-à-dire que la même personne l'année prochaine elle vient habiter à Bordeaux hein, ou à Marseille. Hein. Donc nos actes ont des conséquences incroyables. Hein. Voilà. Et donc conséquemment, j'ai pris mes affaires, je suis parti travailler en Guyane en 2009. Donc j'ai arrêté, c'est une magnifique clinique d'urologie, la plus grosse clinique de l'île, à cause d'une bête connerie comme ça, j'ai jamais su pourquoi c'était. Donc je suis parti tout de suite. Voilà. Et j'en ai parlé quand tu es en Guyane, tu dis ouais je viens de tel endroit et on m'avait pas payé, tu racontes ça comme ça. Voilà. Et puis les gens ils vont plus là-bas. Et c'est pour ça que ce journaliste avait vraiment bien fait de réagir comme ça. Mon affaire actuelle, je ne dis pas que c'est une simple affaire puisque elle se trouve à la Cour de cassation et qu'il y a 80 magistrats qui sont impliqués dedans. Mais raison de plus. Dans un pays comme la France, on ne peut pas accepter qu'il y ait des hôpitaux psychiatriques où on enferme des gens pour rien. Et en fait, je voulais parler du professeur Luc Montagnier. Je l'ai vu en juin dernier passer sur une très très grande chaîne française. Et à un moment donné, dont il a dû répondre à une question du journaliste sur le Covid et le vaccin, le faux vaccin. Il a dit que c'est un faux vaccin et que c'est un crime même que les médecins puissent penser qu'il faut faire ce vaccin. Il a dit que c'est terrible, c'est comme ça qu'il a dit, hein, que les médecins généralistes, tout le monde, que personne ne devait faire ce vaccin-là. Et le journaliste lui a dit, vous n'avez pas peur qu'on vous fasse interner en psychiatrie quand le professeur Fourtenier. Bon, le simple fait que le journaliste ait posé cette question, c'était terrible. Donc il y avait un professeur Fourtenier qui était enfermé depuis plusieurs mois, et aucun journaliste n'a investigué sur l'affaire. Et un grand journaliste sur une grande chaîne de télévision utilise ça même, ou pose même une question comme ça.
Donc ça, c'est la preuve que c'est pas un journaliste. Il y a 10 ou 20 ans, la même affaire, un journaliste quelconque va faire un reportage pour voir pourquoi on l'a enfermé, pour voir de quoi il s'agit, et il lit ça à l'affaire Giacomo, il lit ça à mon affaire. Au lieu de cela, le mec, il s'assied calmement, il demande au plus grand savant français actuel, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire interner en psychiatrie comme le professeur Giacomo, comme le professeur Forteni, alors que le professeur Montaigne a dit quelque chose de parfaitement ordinaire. Tous les comiques français, tous les musiciens, tout le monde pense comme ça. C'est la première fois de toute l'humanité qu'on fait un vaccin qui ne vous protège. Un vaccin, c'est un médicament. Donc, si tu as mal à la tête, on te donne un médicament qui n'arrête pas ton mal de tête. Qui est en train de se moquer même de qui? Donc, le médecin est en train de se moquer de lui-même ou bien il est en train de se moquer de toi? Et toi qui prends ce médicament, tu es en train de te moquer du médecin ou tu es en train de te moquer de toi? Ou de ta femme, que tu as dit je vais chez le médecin, j'ai mal à la tête. Donc, il y a une fumisterie globale dans cette affaire qui est terrible. Un vaccin, c'est un médicament qui est préventif, mais qui est aussi thérapeutique. Donc, on te le donne parce que tu ne vas pas attraper la grippe. C'est ça l'esprit du vaccin de la grippe. Le médecin te fait le vaccin parce que tu ne vas pas attraper la grippe. Et qu'en ne l'attrapant pas, tu ne vas pas le contaminer à quelqu'un qui est même peut-être plus fragile que toi. Et que lui, s'il l'a, il va mourir. Donc, tu te protèges et tu protèges l'autre personne. Si maintenant tu as un vaccin qui ne donne pas au moins ces deux prérequis, c'est-à-dire qui ne te protège pas parce que tu peux attraper la maladie et qui ne t'empêche pas de transmettre la maladie. Ça, c'est les deux prérequis. Il y a quelques autres, mais on ne va pas compliquer plus que ça. Donc, le journaliste était totalement faux d'avoir posé cette question à Luc Montagny. Chacun peut retrouver ça. Il suffit de taper Luc Montagny, Covid. Voilà. C'est terrible. C'est ça la société. Donc, avant, on a mis un professeur Forteni dans un pays qui est le premier pays des droits de l'homme. Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays même plus barbare que l'Arabie Saoudite. Les pays les plus barbares au monde, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis et l'Australie. C'est des pays qui sont partis d'Angleterre et qui ont envahi et qui ont tué tout le monde là où ils ont conquis, qui ont exproprié les gens de force. Donc les droits de l'homme, ce n'est pas les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire. Les droits de l'homme, c'est toujours la France. Le premier pays des droits de l'homme, c'est la France. Donc un journaliste en France demande au plus grand savant de tous les temps, français, que tu n'as pas peur de te faire interner en psychiatrie comme un autre professeur. Ça veut dire quoi? Dans les pays où on fait du goulag, comme en Russie ou en Chine, on met des ennemis politiques, mais non, même pas des savants en psychiatrie. Et le journaliste n'est pas choqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas choqué qu'on ait mis le professeur Forteni en prison. Il n'est pas choqué de l'hypothèse future qu'on puisse mettre Luc Montagny en prison. Tu vois, il pose même la question. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. À Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. Bordeaux, le 4 octobre 2021. Requête en suspicion légitime. Article 662 du Code de procédure pénale. Numéro 1. Le docteur Serge Tuech a été abusivement hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrens et hôpital de Cadillac du 27 novembre 2014 au 1er décembre 2016. Sans cause ni fondement. Pièce numéro 1. Point. À la ligne. Cette séquestration empoisonnement du docteur Serge Tuech dans le but de faire disparaître ses travaux sur le territoire de Gaza est fait avec la complicité de 80 magistrats du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Bordeaux, dont Madame la première présidente, et pour lesquels le Conseil supérieur de la magistrature est saisi le 20 juillet 2020. Pièce numéro 2. Point. À la ligne. Numéro 3. Les 40 décisions et arrêts rendus en première instance et en appel impliquent chaque fois la participation d'un juge assis et d'un juge debout, ce dernier représentant le ministère public, parquet du procureur de la République et du parquet général, qui sont indivisibles et substituables et ne peuvent plus aucunement connaître la présente cause, la présente procédure dirigée contre eux-mêmes. Il y a donc 40 magistrats judiciaires et 40 juges
du parquet, 40 juges judiciaires et 40 juges du parquet. Pièce numéro 3, point à la ligne. Numéro 4, la complicité de 20 médecins hospitaliers et experts, pour lesquels aussi le Conseil de l'Ordre des médecins est saisi et auquel il est reproché, ainsi qu'aux magistrats, la conception du faux diagnostic de abolition du discernement et psychose paranoïaque et anosognosie, pièce numéro 4, point. Point à la ligne. Numéro 5. Ces diagnostics sont définitivement fantaisistes puisque les 10 travaux du docteur Serge Tuet sont publiés dans 4 livres sur Amazon ainsi que sur Facebook et sur divers sites web accessibles gratuitement par tous. 2 points. vk.com/tuech7 et vk.com/tuech10 et vk.com/tuech144. Point à la ligne. Numéro 6. La publication de 4 livres sur Amazon n'est pas possible en présence de ce triple diagnostic. Point à la ligne. Numéro 7. La faute reprochée aux 80 magistrats et 20 médecins hospitaliers et experts est donc manifeste et caractérisée, justifiant la présente action contre Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, saisie à 5 reprises de demandes en suspicion légitime. Pièces numéro 5 et 6. Point à la ligne. Numéro 8. Ces 80 magistrats ainsi que ces 20 médecins risquent la radiation ASI de la magistrature pour les premiers et la radiation ASI de l'ordre des médecins pour les seconds, ayant les uns et les autres commis la faute professionnelle la plus grave, tant dans la forme que dans le fond. Point à la ligne. Numéro 9. C'est dans ce contexte que le docteur Serge Tuech reçoit des menaces de mort sur son téléphone portable de la part de la préfète de Gironde. Pièce numéro 7. Point à la ligne. Numéro 10. Ces 80 magistrats, dont la moitié du ministère public, ainsi que Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, sont aussi passibles d'un procès devant la Cour d'assises pour les 10 faits. Point à la ligne. Numéro 11. C'est ainsi que les correspondances écrites et téléphoniques du docteur Serge Tuech sont interceptées et volées et détruites, y compris les requêtes à la Cour de cassation des 27 janvier 2020 et 20 juillet 2020 et 9 novembre 2020 et 22 mars 2021, pièce numéro 8. Point à la ligne. Numéro 12. La présente requête est adressée à Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux par lettre recommandée accusée de réception selon les dispositions de l'article 662 par cours du Code de procédure pénale. En sorte que Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, prendra aussi toute mesure utile, y compris la désignation d'office d'un avocat au Conseil pour la mise en état de la présente procédure, qui vise le dépaysement de la présente cause pour l'avoir jugée de manière effective devant la Cour d'assises et le Conseil de l'Ordre des médecins et toute autre juridiction professionnelle et pénale. Point à la ligne. Signé Dr Serge Tuech avec mon adresse.